Professeur Didier Raoult, c'est le dernier bulletin hebdomadaire de l'année 2020. Pouvez-vous faire le bilan de cette année concernant la maladie du Covid-19 et sa fréquence? Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais rassembler 100% de tout ce que j'ai dit, de manière à ce que les gens puissent le retrouver sans se laisser intoxiquer par des phrases ou des choses que j'aurais dit prétendument, ou comme certains télévisions ont l'habitude de faire, en coupant les phrases au milieu pour me faire dire l'inverse de ce que je dis. Donc tout le monde pourra trouver textuellement donc, ce que j'ai dit et que j'ai écrit, qui sont nos carnets de guerre de l'année 2020. Ce que l'on peut voir, c'est que, qu'on voit bien sur cette courbe, c'est que l'évolution de cette épidémie était imprévisible, qu'elle l'est toujours, que tous les devins se sont trompés. Les faux prophètes, on a l'habitude qu'ils se trompent, et vous voyez, on ne connaissait pas de forme d'épidémie comme ça, et cette forme d'épidémie n'est pas la forme d'épidémie typique de ce virus, puisqu'on ne va pas la retrouver dans un endroit. Il y a plusieurs formes d'épidémie. La Chine a une forme d'épidémie qui est comme ça, qui s'arrête là. Il y en a d'autres qui sont à deux bosses, il y en a d'autres qui sont en plateau. Et donc ceci traduit plusieurs choses, parmi les choses qu'elle traduit et qui sera sûrement un des problèmes majeurs de 2021, ce sont les réservoirs animaux. Là, on a découvert que les visons étaient un réservoir animal absolument considérable et qu'il y a eu plusieurs souches qui avaient plusieurs variants. Il faut bien appeler ça des variants ou des mutants, comme vous voudrez. Enfin, c'est des virus différents, parce que les virus à ARN, comme ça, mutent très très souvent. Et quand il y a une accélération de l'épidémie, en particulier quand il y a des animaux qui vivent dans des collectivités très denses, eh bien, ce phénomène s'accélère et il sort de nouvelles souches qui ont un nouveau pouvoir, ce qui pose des problèmes sur l'émergence de nouvelles souches. Nous, on a vu pendant ce deuxième acte apparaître de nouvelles souches. Ce n'est pas les mêmes souches qu'il y avait là et qu'il y avait là. Ce n'est pas un rebond de cette maladie. Ce sont d'autres variants, parmi lesquels on sait, on est en train d'essayer d'identifier ça chez nous, mais on sait par ailleurs, en particulier dans le nord de l'Europe, que les cas qui se sont développés chez les visons sont transmissibles chez l'homme, donnent des maladies chez l'homme, et que les infections contractées pendant cette période-là ne protègent pas contre celles de cette période-là, ce qui va rendre les choses un peu compliquées, y compris sur le vaccin. Mais pour l'instant, dans cet épisode-là, à la fin de l'année, ici au moins à Marseille, on est sur une diminution qui est cohérente entre le nombre de gens que l'on diagnostique, le nombre de gens qu'on hospitalise, et la détection par les pompiers dans les eaux usées. Tout ça, pour l'instant, est cohérent. Ce qui se passera ensuite, eh bien, est une autre histoire. On ne le sait pas encore. Ce que les pompiers ont retrouvé, c'est que on sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains. Et ce qu'ils ont retrouvé de plus contaminé, ce n'est pas les restaurants quand ils étaient ouverts. Je ne suis pas sûr qu'ils jouent un rôle important. La grande étude qui a été faite actuellement, qui est la meilleure de toutes, qui a été faite en Islande, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté, eh bien, il y a beaucoup plus de chances. Et bien entendu, c'est le conjoint qui a le plus de chances de tous, pas les enfants, parce que les enfants sont moins sensibles à cette maladie. Que donc, s'il y a plutôt une réflexion à avoir, est-ce qu'il est bien licite de renvoyer quelqu'un qui est positif dans sa famille à la maison, parce que là, on sait que le taux de contamination est très important. Dans notre environnement, ce qui a été trouvé le plus souvent positif, c'est les barres de caddie dans les supermarchés. Ce sont les poignées dans les transports en commun et les boutons d'arrêt dans les transports en commun, mais pas du tout les tables de restaurant quand les restaurants ont la chance d'être ouverts, parce que les gens le nettoient tout simplement, ils passent une éponge, ils nettoient, ils passent ça à l'alcool, c'est facile à décontaminer, tandis que vous avez des centaines de gens qui passent dans le métro ou dans le bus. La manière de l'arrêter là, elle devient extrêmement compliquée, sauf à demander aux gens de
porter des gants quand ils vont prendre le métro ou quand ils vont prendre un bus, de manière à éviter de s'infecter et de se mettre de l'alcool sur les gants avant de les enlever, ce que je pense être la meilleure solution. Voilà. Donc nous verrons, c'est pas prévisible. Le deuxième bilan qu'on fait, c'est que nous, on est un centre probablement unique au monde. On a ici testé maintenant plus de 350 000 personnes. On a eu près de 20 000 personnes qui étaient positives, qui ont été prises en charge ici ou à côté à l'IHU. Il y a 16 000 qui ont été pris en charge ici directement, dont un peu plus de 2 000 hospitalisés et le reste en hôpital de jour. Sur l'hôpital de jour, les patients qui étaient vus étaient des patients qui étaient vus de manière très précoce, qui nous donnent une idée de ce que devrait être la mortalité si on s'occupe précocement des gens et qu'on les traite. Et dans ces conditions, la mortalité se situe entre 0,5 et 1 pour 1000, ce qui est très très bas, ce qui est plus bas que même avait été rapporté par ceux qui avaient les taux les plus bas, c'est-à-dire en Islande. Et sur les personnes qui sont mortes, plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à 1 an, parmi ceux qui se sont présentés. Donc, cette stratégie qui constitue la détection des gens précoces, avec des signes très faibles, ou les gens contactent, et leur prise en charge, amène à faire que la mortalité de cette maladie est extraordinairement faible pour les gens qui n'ont pas déjà des facteurs de risque extrêmement importants de mourir dans l'année. Donc je continue à penser qu'il n'y a pas lieu de dramatiser, sauf à ne pas s'occuper correctement des gens avec ce que l'on a l'habitude de faire ici et ce que je crois qu'il faudra faire. Je suis ravi qu'il y ait une recommandation de l'Assemblée nationale de construire d'autres IHU et j'espère que l'exemple de toutes ces choses que nous sommes en train d'écrire pourra servir aux autres pour avoir une prise en charge qui évite d'une part la dramatisation, qui n'est jamais bonne conseillère, et d'autre part pour éviter qu'il y ait trop de cas. Nous avons fait de ce point de vue-là notre travail, puisque notre équipe on peut déjà retrouver sur les banques de données 41 publications d'ores et déjà de notre équipe. Il y en a encore beaucoup qui sont à apparaître. Et notre équipe, parmi les papiers situés dans les plus cités de l'année 2020 sur ce sujet-là, est la première équipe non chinoise au monde. Devant les Américains, on est ex-aequo avec une équipe allemande, celle de Dr Drosten, et tous les autres sont derrière. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez que j'ai reçu 3 fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là, et qui m'expliquent à moi qu'il y a le plus de papiers dans ce domaine-là que c'est moi qui ne connais pas la science, ce qui est quand même un tour de force assez élégant. Concernant le traitement, quels sont les éléments qu'on a à disposition? Dans le traitement, vous savez, les choses s'accumulent, contrairement à ce que les gens voudraient bien avoir raison, qu'on tourne le truc. Alors, pendant des années, pendant des mois, les gens ont dit, écoutez, le remdesivir va sauver tout le monde, le remdesivir va sauver tout le monde, le remdesivir sauve personne. Il n'y a pas une étude qui montre proprement que le remdesivir augmente l'espérance de vie. Mais ça a entraîné un espèce de déchaînement contre l'hydroxychloroquine qui laisse rêveur et qui nous a amené à réfléchir. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées ou qui sont sur le point d'être publiées qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Millon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead, ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec Gilead,
dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que la remdesivir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de la faire. Et je crois que c'est la première fois qu'on démontre ça sur toutes les publications qui sont faites en regardant les critères. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas. Parfois, ces conflits d'intérêts sont un peu cachés, mais on les retrouve parce qu'il y a des banques de données pour ça. Donc il y aura une vraie réflexion à mener à la suite de cette histoire, qui a amené quand même des journaux qui étaient considérés comme les plus fiables du monde, comme le New England ou le Lancet, à publier des faux grossiers, à les rétracter. C'est pas une question d'opinion. Eux-mêmes les ont enlevés. Vous vous rendez compte, dans le mois qui a suivi. Donc c'est pas des choses qu'il était difficile de découvrir. Il suffisait de les lire avec un peu d'objectivité pour voir que ces papiers étaient des faux grossiers. Donc comment on est arrivé à ce degré de tension, à cette influence si massive sur le résultat des travaux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui fera l'objet de travaux à venir considérables. C'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé. Donc en pratique, nous, on est assez content de voir que l'outil qu'on avait mis en place a pu permettre de faire face ici à une épidémie considérable. On est content d'avoir une espèce de consistance dans ce que nous avons dit. Vous verrez bien si on a passé notre vie à se contredire ou non, parce que, encore une fois, tout ça sera parfaitement écrit. Et à cette occasion, bien entendu, on a laissé les autres s'exprimer comme ils le souhaitaient, sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. On a continué à travailler. On a travaillé beaucoup. On a publié beaucoup. On est les premiers hors Chine à avoir des papiers qui soient lisibles. Et on continue notre travail tous les jours. Vous savez, il y a de nouvelles publications sur l'hydroxychloroquine. Il y a un site pour ça que je vous mets en ligne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, quand vous en êtes à 180 publications et que vous voyez que toutes celles qui ne sont pas associées avec des financements institutionnels, incluant des investigateurs qui ont des conflits d'intérêts, vous arrivez à un même résultat. Au bout d'un moment, vous savez, le doute est difficilement permis. Est-ce que les attaques au Conseil de l'Ordre vous concernant vous empêcheront de passer de bonnes fêtes ? Pas du tout. Essentiellement, si vous voulez, je pense que le Conseil de l'Ordre va devoir faire un peu de bibliographie, voyons, parce que ce que me reproche le Conseil depuis le début, c'est de m'exprimer et d'exprimer un point de vue différent de celui du ministère de la Santé. Mais, vous savez, c'est une question qui a déjà été posée. On vit dans un état de droit. Organisations parallèles à l'État ou à la justice, de temps en temps, s'imaginent des pouvoirs qu'ils n'ont pas, qui peuvent être attaqués, poursuivis en justice, et bien sûr, je ne m'en priverai pas. La liberté de parole a fait l'objet de nombreux débats depuis le Moyen-Âge, et une décision du Conseil constitutionnel, j'avais fait état, qui est du 20 janvier 1984. Et il est extrêmement clair que les chercheurs ont non seulement le droit, mais le devoir d'exprimer auprès du public le résultat de leur connaissance et de leur recherche. C'est même la raison pour laquelle ils sont payés. Je suis un fonctionnaire qui est payé pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement. Je fais de la recherche et je fais de l'enseignement, et le Conseil de l'Ordre ne pourra pas m'empêcher de divulguer les résultats de ma recherche, qui est encore une fois la recherche la plus aboutie de tout ce pays. Et donc quand il y a des confrères qui disent que je suis un charlatan ou que je ne tiens pas compte des données de la recherche, c'est quelque chose qui aurait dû être jeté à la poubelle directement. C'est pas acceptable. Il suffit de prendre n'importe quelle banque de données pour voir que nous sommes l'équipe les plus publiants d'Europe dans ce domaine-là.
et que donc nous dire à nous qu'on n'est pas compétent dans ce domaine-là, c'est risible. Voilà. Et donc, on verra bien, mais c'est risible. Merci beaucoup et bon boudin.